Alors pour ce cours, j'ai choisi de vous présenter les tout derniers travaux que j'ai menés avec une équipe. Donc vous avez peut-être entendu parler cet été, depuis le mois de juin, peut-être un peu. C'est vrai qu'en France, on n'en a pas fait beaucoup, pétard. Un petit peu dans le Parisien, un petit peu dans Sciences et Vie. Par contre, beaucoup en Angleterre, aux États-Unis. Bon, ça a été repris, ça a été traduit en chinois, en ukrainien, dans toutes les langues. Ça a été repris par le Washington Post, par CNN. Alors, comment expliquer un tel succès, très inattendu, par rapport à une étude, somme toute, enfin pour moi c'était un travail normal, et je ne m'attendais pas à un accueil aussi international, on veut dire aussi mondial. Alors, vous allez en comprendre, et avec moi, la raison, en fait. C'est tout à fait nouveau d'arriver à démontrer qu'il y a eu une hybridation, des croisements féconds, surtout féconds, il y a 140 000 ans, entre des Néandertaliens et des Homo sapiens qui vivaient au Proche-Orient. Et c'est surtout les toutes premières sépultures. Le premier enfant inhumé il y a 140 000 ans, eh bien, pose la question, est-ce un sapiens, est-ce un néandertalien, ou est-ce un enfant hybride de ces deux espèces? D'où ce grand succès. Alors, le site en question, c'est le site de Skhul, qui se trouve en Israël, dans le mont Carmel. Voilà où se trouve Skhul par rapport à... Voilà, Jérusalem est plus au sud. Et donc, ce sont des découvertes qui remontent en 1931. Ça a duré, les fouilles ont duré jusqu'en 1934. Le mont Carmel est un massif calcaire. Donc, c'est un massif karstique qui est creusé de galeries, de grottes, de nombreuses grottes. Et vous voyez ici à droite la grotte de Skhul, et qui est surtout un abri sous roche. Alors l'abri sous roche, ce sont les reliefs qui sont de part et d'autre de l'entrée, qui aujourd'hui sont pas mal érodés, mais à l'époque de l'occupation de ces hommes, ça formait ce qu'on appelle un abri, donc de part et d'autre du porche de la grotte. Alors Skhul a été fouillé par Dorothy Garrod, qui était britannique. Elle était assistée par Theodore McCone, qui lui était américain. Alors comment expliquer que ce soit une équipe franco-américaine qui a étudié le site? Mais c'est parce qu'à l'époque, avant 1920, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, cette région-là, de la Palestine, appartenait à l'Empire ottoman. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale que la Société des Nations a placé la Palestine sous mandat britannique. Donc ce sont les Anglais qui dirigeaient les recherches en préhistoire. Dorothy Garrod est la première femme diplômée d'anthropologie et d'archéologie de l'université d'Oxford. C'est une personnalité, c'est une figure importante des débuts de la préhistoire. Elle est venue ici se former pendant 2 années, compléter son cursus, auprès de l'abbé Breuil, ici à l'Institut de paléontologie humaine. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, si vous êtes déjà venu ici à l'IPH. L'abbé Breuil, c'est ce qu'on appelait le pape de la préhistoire. Il est à l'origine de la fondation de cet institut. Donc voilà, Dorothy Garrod est venue se former à la préhistoire, c'est-à-dire surtout
à la reconnaissance de l'industrie lithique. Elle n'était pas paléoanthropologue. Et en 1939, eh bien, elle devient la première femme professeure titulaire d'une chaire de l'université de Cambridge. Alors j'ai oublié de vous préciser que je suis paléoanthropologue, c'est pour ça que je m'intéresse en particulier au squelette. Je ne suis pas préhistorienne. Alors les fouilles commencent en 1929, vous voyez ici à gauche, et l'état actuel du site. Tout a été fouillé, excavé, en dessous de cette limite que vous voyez ici en pointillé jaune. Et les premières années, les fouilles devant l'entrée de la grotte, on pense en général que c'est là qu'on va trouver le plus de traces d'occupation. Eh bien, les Dorothy-Garonne ne trouvent rien. C'est à partir de 1931 jusqu'en 1934 que progressivement, l'équipe va surtout découvrir des squelettes en contexte sépulcral, c'est-à-dire inhumés. Ce ne sont pas des restes comme ça, isolés, complètement dispersés. Et donc ces fouilles vont dégager 7 adultes, 3 enfants, et puis environ une petite vingtaine d'individus, mais complètement, par contre, épars. Ça, ce sont des restes isolés. Et le tout premier squelette, eh bien, c'est ce petit enfant de Skål 1 qui a été trouvé en 1931. Et donc, au terme de cette fouille, en 1934, le bilan, c'est environ 10, pas loin d'une vingtaine, une trentaine d'individus. Et on peut à ce moment-là parler de cimetière. C'est le plus vieux cimetière jamais découvert nulle part ailleurs dans le monde. Alors les datations vont changer et arriver à des âges toujours plus anciens. Et actuellement, la datation est 140 000 ans. On n'a pas de tombe d'inhumation aussi ancienne ailleurs dans le monde. Alors, donc, je vais vous raconter l'histoire de ce squelette, en fait, cet enfant. Alors, le squelette a été trouvé, lui, complètement compacté, dans une brèche. Alors, les préhistoriens ont sorti le bloc, mais c'est pas très grand, hein, il fait un peu plus de 20 cm de long, et le squelette était compacté, et cette compaction, elle a été faite peu de temps après l'inhumation. Alors, comment est-ce qu'ils l'ont déduit? C'est parce qu'il y a un bout d'os, un bout de bras qui se trouve dans la cavité crânienne. Vous voyez ici l'image à droite, l'os qui se présente vers vous comme ça, c'est l'écaille frontale. Et donc, normalement, au bout de plusieurs années, le crâne se remplit de sédiments. Il ne peut pas y avoir d'os à l'intérieur. Donc cet os qui s'est trouvé dans la cavité crânienne, il a pu être poussé parce que ça faisait peu de temps que le petit corps avait été inhumé. Ce sont les conclusions des fouilleurs, enfin des préhistoriens. Et donc, la mandibule n'était pas associée au neurocrâne. Ça, je vous le dis tout de suite. Mais par contre, il n'a jamais été question de remettre en cause son association au neurocrâne. Alors, à l'époque, il y a encore assez peu de néandertaliens. On ne parle pas encore d'Homo néanderthalensis véritablement. Et les paléoanthropologues, Arthur Keys et McCone, qui l'ont étudié, vont lui donner le nom de Paléoanthropus palestinensis, l'homme fossile de Palestine. Plus tard, c'est un proto-Cro-Magnon, avant l'homme de Cro-Magnon. Et puis, actuellement, c'est un Homo sapiens. Tous ces squelettes sont attribués à notre espèce Homo sapiens. Alors, oui, effectivement, quand on regarde le neurocrâne en vue postérieure,
Voilà, Sapiens à gauche, un néandertalien à droite. On ne peut pas se tromper. Nous avons, nous, Sapiens, des bosses pariétales hautes qui donnent ce profil en vue postérieure qu'on appelle en maison, et néandertalien, ce profil rond qu'on appelle en bombe. Nos bosses pariétales, elles sont hautes. Les néandertaliens, elles sont basses et sur les côtés. Alors, donc l'âge a été estimé sur la base des dents. Il y avait des dents également dispersées, les dents du maxillaire. Vous voyez que le maxillaire est absent, la face supérieure est absente. Les dents étaient associées au neurocrâne et également les dents de la mandibule qui correspondent exactement à la même formule dentaire, au même âge dentaire. Donc, c'est un enfant entre 3 et 5 ans, peut-être un peu moins de 5 ans, parce qu'on pense que la croissance était moins rapide ou plus lente que la nôtre. Et puis de sexe féminin, alors pourquoi, ça je ne sais pas, mais peut-être parce qu'ils ont considéré que c'était un crâne assez gracile, donc bon, pourquoi pas une petite fille, et pas toujours un petit garçon. Alors maintenant, les adultes, le plus connu des squelettes est le Skull 5, inhumé notamment avec une mandibule de sanglier. Et donc, il est considéré aujourd'hui que les plus vieilles inhumations, le fait de creuser une tombe, de prendre du temps pour creuser, d'inhumer le corps, là en l'occurrence d'associer une mandibule de sanglier, un symbole, peut-être on ne sait pas, eh bien, ce rituel, ce rapport au corps du défunt, l'inhumer peut-être pour le conserver, peut-être pour revenir sur les lieux, tout ça ce sont des hypothèses, eh bien, ce serait un comportement propre à Sapiens. Les néandertaliens auraient été, on dit, acculturés par Sapiens. Donc voilà l'enjeu en fait. Alors aujourd'hui, les dernières découvertes ont montré que Sapiens, le plus vieux Sapiens en dehors d'Afrique, aurait été découvert sur le mont Carmel, enfin dans le mont Carmel, en 2018 et serait daté entre 1770 000 ans, 194 000 ans, environ 180 000 ans. Également, depuis 2021, un reste de néandertaliens, proto-néandertaliens, serait daté de 130 000 ans. Donc, on est dans la bonne fourchette, 140 000 ans. On pourrait trouver, oui, peut-être des néandertaliens, plus vieux que 130 000. Et je vous ai mis à droite, en bas, une photo d'Israël Hershkovitz, qui est le paléanthropologue spécialiste des premiers peuplements du Levant et qui travaille en particulier donc, sur cette question des plus vieux sapiens et plus vieux néandertaliens découverts dans cette région du Proche-Orient. Alors, moi j'ai travaillé sur la mandibule il y a longtemps, 1983, dans le cadre de ma thèse de doctorat, ici au Muséum, sur les collections de l'IPH. Donc je travaille sur cette mandibule en la comparant à toutes les autres. Et puis, le neurocrâne et Sapiens. Mais elle m'a quand même intriguée, cette association. Voilà, parce que quand on compare cette mandibule, voilà, à Homo sapiens, eh bien, il y a des caractères spécifiques qu'on ne peut pas confondre avec notre espèce, ni avec un Homo erectus, ni avec un Homo habilis. Ils sont spécifiquement néandertaliens. Donc, vous voyez là, entre autres, la largeur entre ce qu'on appelle le tissu alvéolaire des deux côtés, de part et d'autre de la canine. De part et d'autre de la canine, beaucoup plus large chez le néandertalien que chez nous. Cet espace est plus réduit. Et puis, on voit apparaître le menton. Donc, Skull 1, mais comment
lui, se superpose tout à fait à un enfant néandertalien. Et donc, quand j'ai constaté cette évidence, je me suis posé la question, mais est-ce que cette mandibule, finalement, appartient au neurocrâne? Et en remontant dans les premières bibliographies, c'est une très grosse monographie, à partir de 1936 jusqu'en 1939, on a eu accès donc à toutes ces descriptions. Et en cherchant bien, eh bien la mandibule n'était pas associée au bloc, à la brèche. En fait, lors des premiers travaux, évidemment, on ne sait pas ce qu'on va trouver, et on extrait les brèches, et la mandibule, bien abîmée, se trouvait dans la brèche. Voilà. Donc, j'ai repris très récemment cette recherche pour vérifier si oui ou non cette mandibule pouvait être vraiment associée au neurocrâne. Et manifestement, ça ne pouvait être que la mandibule de ce neurocrâne, puisqu'il n'y avait pas d'autres fouilles. Il n'y avait pas d'autres excavations, et c'était bien les déblais qui venaient de cette brèche. Alors, ça, vous connaissez bien cette histoire du menton. C'est l'homme de Cro-Magnon qui a un menton. Donc, ce coup-là n'a pas de menton. Et surtout, ce qui est intéressant, parce que l'absence de menton, c'est commun à tous les Homo habilis, les Homo erectus, Ergaster, etc. Par contre, ce que vous voyez ici, ce qu'on appelle l'espace rétromolaire, c'est en Eurasie, en tout cas en Europe, néandertalien. C'est l'espace entre, vous voyez, la partie qui monte, qu'on appelle la branche montante, qui va s'articuler avec la base du crâne. C'est cet espace entre la branche montante et la dernière dent. Là, en l'occurrence, c'est la deuxième prémolaire de lait. Et donc, on mesure cet angle et on voit que chez les néandertaliens, l'angle est plus ouvert. Tout ce qui est dentaire est devant, et la branche qui va s'articuler avec la base du crâne est plus inclinée vers l'arrière. Donc l'angle est plus ouvert. On peut le constater avec la position des alvéoles. L'alvéole, c'est l'orifice dans lequel se trouvent les germes dentaires. Et là, en l'occurrence, vous voyez l'alvéole de la deuxième molaire permanente, elle est quasiment dans la branche montante. Alors que, voilà, l'alvéole de la première molaire, elle est devant la branche. Chez School, ce sont les deux alvéoles qui sont devant la branche. Donc tout ce qui est alvéole dentaire, c'est devant la branche. C'est plus en avant, c'est plus prognate. Là, on le voit aussi, la deuxième alvéole se trouve donc devant la branche montante et pas cachée. Donc tout ça, ce sont des petits caractères qui sont très utiles pour distinguer Homo sapiens du néandertalien ou le néandertalien de n'importe quelle autre espèce fossile. Alors maintenant, regardons l'articulation de la mandibule avec la base du crâne. Ça, c'est mon domaine de recherche. Donc l'Homo sapiens, en vue externe, voilà, l'articulation juste en avant du trou de l'oreille, du trou de l'oreille. Et l'intérieur, alors ça, c'est moins fréquent. On étudie moins fréquemment l'intérieur du crâne, en particulier la base. Donc voilà à peu près où se situe l'articulation de la mandibule. Et de l'autre côté, sur la face interne, on a cet os qu'on appelle la pyramide. Et vous voyez que chez nous, cet os est plutôt verticalisé. Il est redressé. La verticalité, chez nous, elle commence au milieu de la base du crâne. Voilà un enfant néandertalien du site du Pec de Lazé, en France, qui a, vous voyez, beaucoup plus récent par rapport à School, entre 40 000 et 50 000 ans. Et sa pyramide pétreuse, elle est pratiquement pas verticalisée, en tout cas peu. Elle regarde vers l'arrière, elle est peu redressée.
Et donc, l'articulation de la mâchoire, elle est plus en arrière et plus haute. Vous êtes d'accord, hein? Si on abaisse cette droite rouge à gauche, si on l'abaisse, ce qui est en dessous va être basculé vers l'avant et le bas. Donc, l'articulation est vers l'arrière chez le néandertalien. Et on peut le vérifier aussi dès la naissance. Ça, c'est un autre site français, le Moustier. C'est un nouveau-né de 40 000 ans. Et là, tous les paléanthropologues s'accordent à dire que la face est plus prognate. On le voit, elle est plus gonflée. Tout ce qui est dentaire est plus en avant par rapport aux orbites, par exemple. La face est plus prognate dès la naissance. Donc les différences, elles sont déjà là à la naissance. Autrement dit, elles se sont mises en place pendant le développement intra-utérin. Alors, deux choses. L'arcade alvéolaire dentaire est plus poussée vers l'avant et la mandibule s'articule plus vers l'arrière. Résultat, il en résulte cet espace rétromolaire. La mandibule à la branche tirée vers l'arrière et tout ce qui est alvéolaire et dentaire vers l'avant. Donc c'est typiquement néandertalien. On ne voit pas ça chez un enfant erectus, par exemple. Voilà un autre exemple. Mesmaskaya okoskaz, un nouveau-né d'environ 44 000 ans. C'est pareil. Prognatisme, sous-nasal, facial. Une arcade dentaire mandibulaire vers l'avant, une branche inclinée vers l'arrière. Alors, vous voyez que le néandertalien se distingue quand même par un sens de l'évolution qui le singularise bien par rapport aux espèces beaucoup plus anciennes. Vous voyez là, à gauche, c'est l'Homo habilis, 1 900 000 ans, à peu près 2 millions d'années. Regardez l'orientation de la pyramide pétreuse. Elle est plus redressée, bien plus redressée que chez le néandertalien, la chapelle au sein. Vous voyez aussi que la face supérieure, l'étage supérieur de la face, est éloigné de la pyramide. Ça se voit, on peut tracer comme ça des droites, mesurer des angles. Et vous voyez que la base du néandertalien, la base du crâne et la face est comme affaissée. C'était plus contracté chez un Homo habilis, et le néandertalien est affaissé, comme affaissé. Donc le sens de l'évolution qui donne le néandertalien, ce n'est pas du tout le sens de l'évolution morphologique qui donne Sapiens. Là, je ne vous l'ai pas montré, mais chez nous, la pyramide est encore un peu plus redressée. Donc on dit que la face et la base du crâne sont en extension par rapport aux populations plus anciennes, par rapport aux fossiles plus anciens. Affaissé, extension. Ça, c'est important pour pouvoir après interpréter correctement l'enfant de Scull. On va à Scull 5. À Scull 5, on compare le redressement de la pyramide. Et là, c'est un redressement sapiens. Le crâne, la mandibule a un menton, pas d'espace rétromolaire, et les bosses pariétales sont hautes. Donc oui, c'est un Homo sapiens. Là, le doute n'est pas permis. Le neurocrâne, comme la mandibule, sont sapiens. Alors, on voit bien qu'il y a quand même une incohérence avec l'enfant de Scull 1. Le neurocrâne, apparemment, est sapiens, mais la mandibule, elle est néandertalienne. Bon, alors les moulages, on ne peut pas faire grand-chose avec. Ça, c'est la partie de la base du crâne qui s'articule avec la mandibule, elle est abîmée.
on voit que le crâne aussi est déformé, et puis avec le plâtre, on ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, et de toute façon, l'intérieur n'a pas été moulé. Alors, voilà, j'ai repris cette étude, je dis bon, ça m'intéresse quand même d'essayer d'aller un petit peu plus loin avec cet enfant de school, puisque maintenant, nous avons des scanners. On peut voir l'intérieur du crâne avec des images de très grande qualité. Et donc, j'ai contacté Israël Hershkovitz il y a 2 ans pour lui demander si c'était possible de travailler sur les scanners. Et donc, nous avons commencé cette coopération avec, entre autres, Bastien Bouvier, qui était en stage bénévole, un de mes anciens étudiants en master. Et donc, voici les photos originales qui n'ont jamais été publiées jusqu'à présent de cet enfant, ainsi que la radio où on voit bien la conservation de la pyramide. Ce sont donc les scanners. C'est toujours intéressant de pouvoir modifier les couleurs. On voit mieux, c'est plus contrasté. En vert, ce sont les parties qui ont été restaurées avec du plâtre. Alors le but, ça va être justement de retirer tout ce qui est plâtre pour avoir l'image virtuelle de l'original. Voilà la mandibule. Et donc une fois qu'on a retiré le plâtre, eh bien on se rend compte que oui, il y a des changements qui étaient nécessaires, des placements qui n'étaient pas corrects. Voilà par exemple l'écaille frontale, celle qui est vers le bas et l'avant, eh bien sa partie gauche recouvre le pariétal. Donc il a fallu la remettre en place. Et en la remettant en place, on voit que le crâne gagne un petit peu en longueur. Il est plus long que la reconstitution. Maintenant, dans l'orientation verticale, de même, il fallait le vérifier. En vue externe, c'est pas choquant. On a l'impression que le front est bombé, redressé, comme chez un sapiens. Mais regardons l'intérieur. Et quand on regarde l'intérieur, c'est quelque chose qui cloche, qui ne va pas. Et la droite, elle passe au-dessus du plafond des orbites. On trace cette droite et on regarde où elle se termine, la partie postérieure. C'est pas normal. Ça fait des yeux qui sont pratiquement au niveau de l'occipital, du cervelet. C'est beaucoup trop bas. On peut prendre cette droite, qui est une tangente donc à la pyramide. Et cette hauteur, elle est très basse. Elle est anormalement basse. Vous voyez ? Chez nous, sapiens, en bas à droite, regardez l'image, la hauteur est beaucoup plus haute. Donc, quelque chose ne va pas dans la position de cette écaille. De même, si on la compare à l'enfant du pec de Lazé, on retrouve la même anomalie. Elle est beaucoup trop basse par rapport à un enfant néandertalien. Alors, grâce à l'imagerie, parce qu'on peut faire des modifications, on travaille directement sur l'écran. On n'est pas obligé d'avoir des bouts de plâtre et de manier comme ça les os. C'est beaucoup plus commode de travailler avec des images virtuelles comme ça. Eh bien, on a remis l'écaille à sa place, on l'a remontée, ce qui donne, voilà, ce qui allonge également le crâne. Il y a un petit peu plus de longueur au niveau de la voûte. Il y a un crâne long, c'est plutôt un crâne néandertalien. Seulement voilà. Pour la première fois, on peut voir l'inclinaison de la pyramide. Et cette inclinaison, elle est sapiens. Ça ne simplifie pas les choses. Voilà l'inclinaison chez le petit néandertalien du pec de Laz. Donc, continuons les investigations. On va regarder ce qu'on appelle les canaux semi-circulaires. Nous avons 3 petits canaux dans nos pyramides, horizontales, et puis 2 verticaux dans le plan
sagittal et dans le plan frontal. 3 dimensions de l'espace sont dans notre oreille interne. Eh bien, voilà, la pyramide et les canaux sont là-dedans. De la même façon, les canaux semi-circulaires sont typiquement néandertaliens. On ne peut pas confondre les canaux d'un néandertalien avec un sapiens ou un Homo erectus. Vous voyez, le canal latéral, le canal le plus postérieur est bas. Il est abaissé par rapport au nôtre. Et donc avec Bastien Bouvier, c'est surtout Bastien qui a fait ce travail, nous avons reconstitué, avec les fossiles originaux qui sont conservés au musée de l'Homme, les canaux des Néandertaliens, la chapelle aux Saints, la Ferracie, l'homme de Cro-Magnon et School. Eh bien, School est sapiens. Hein, c'est le dernier à droite, il est sapiens. Donc, toujours cette difficulté, la mandibule néandertalienne, base de crâne sapiens. Et on va remonter toujours plus tôt dans le développement. Les canaux se forment et sont formés chez l'embryon. L'embryon, ce n'est pas le fœtus. Hein. L'embryon, c'est les 8 premières semaines après la fécondation. Donc 8 semaines après la fécondation, chez nous, chez les Néandertaliens, les canaux sont formés. Donc ils sont déjà différents entre nous et les Néandertaliens 8 semaines après la fécondation. Et je vous ai mis là, donc ils sont là-dedans. Ici en rouge, c'est ce qu'on appelle le clivus. Et le voilà, le clivus. Hein, c'est l'os qui est devant le trou occipital. Alors voilà, nous avons une base crânienne et des bosses pariétales Homo sapiens. Et les canaux semi-circulaires sont également sapiens. Maintenant, continuons. On a la chance de voir pour la première fois les empreintes des vaisseaux méningés. C'est très important d'avoir les méninges bien irrigués pour avoir un cerveau qui fonctionne bien. C'est la partie, l'organe du corps qui consomme le plus d'énergie, donc le plus de glucose et d'oxygène. Eh bien, voilà, ça c'est le travail d'un étudiant d'Israël Hershkovitz, Michael Levitsky, qui a fait ce travail et qui a souligné en rouge les empreintes de ces veines, de ces vaisseaux méningés. Et on a pu les comparer aux travaux de Roger Saban, qui était professeur d'anatomie au Muséum national d'histoire naturelle, qui était mon professeur pendant ma thèse. Mais voilà, la difficulté, c'est que Roger Saban travaillait sur des moulages en plâtre. Et le moulage en plâtre ne fait pas forcément la distinction avec les fractures. C'est beaucoup moins précis que les scanners. Et bon, il y a confirmation, oui, il y a très peu de vascularisation. Très peu de vascularisation. Il y a peut-être même des erreurs avec des fractures de la voûte. Donc côté gauche, côté droit, vous voyez ici, j'ai mis une flèche pour vous montrer que sur les moulages et l'interprétation des moulages, il y a plus de vaisseaux que sur le scanner plus précis. Mais bon, ça ne va pas dans le bon sens pour les sapiens, par contre. La vascularisation, donc il y a 3 grandes branches qui couvrent le pariétal. Et chez l'enfant, sapiens, ces branches vont être mises en communication par des petits vaisseaux qu'on appelle des anastomoses. L'enfant de 1 an, chez nous, a déjà des anastomoses. Et à 2 ans et demi, il y en a davantage encore. Mais chez l'enfant de School, qui aurait 3 voire 5 ans, il n'y a pas d'anastomose. Le cerveau est beaucoup moins vascularisé que chez l'enfant sapiens. Donc ça, c'est les travaux de Saban qu'il avait déjà montrés. Il a comparé ces empreintes avec le plus grand nombre de moulages endocrâniens qu'il avait à sa disposition, et en comparant avec un des plus vieux Homo erectus,
830 000 ans, c'est un pithécanthrope, un Homo erectus de Java, eh bien, il a montré que, oui, même chez les adultes néandertaliens, la vascularisation est beaucoup moins développée. Donc là, le sens de l'évolution vers les néandertaliens, c'est à l'inverse de l'évolution qui mène aux sapiens. Comme la base. La base s'affaisse, la face est en extension, l'occipital remonte, en tout cas ne bascule pas, et puis la vascularisation s'appauvrit. Donc on ne va pas parler là de variabilité d'Homo sapiens. On est d'accord. On est en présence de caractères qui se mettent en place au cours du développement, typiquement néandertaliens. Les caractères néandertaliens ne sont pas de la variabilité d'Homo sapiens. Vous allez comprendre l'importance de ce que je souligne là. Donc, à mesure qu'on avance, bien finalement, le neurocrâne aussi n'est pas prête au questionnement. Masse crânienne et bosse pariétale, sapiens, mais une vascularisation néandertalienne. Alors maintenant, la mandibule. Je vais aller un petit peu plus vite maintenant. La mandibule originale. Bon, c'est la photo. Moi, je n'ai eu que les scanners. On retire tout ce qui est plâtre. Et donc, voilà à quoi elle ressemblait à l'origine. Eh bien, ce que je voulais vérifier, c'est effectivement l'absence de menton. Qu'il n'y avait pas une erreur de reconstitution. Il fallait retirer tout le plâtre pour être sûr que rien n'était caché. Donc rien n'est caché, il n'y a pas cette petite dépression sous les incisives qui vont mettre en évidence le menton. Donc cette région est néandertalienne, de même, la forme large entre les deux canines, c'est effectivement correct, c'est une mandibule néandertalienne. Maintenant, on ajoute encore de l'information. Grâce à toutes ces nouvelles technologies, des imageries médicales, maintenant, on préfère étudier ce qu'on appelle le contact entre la dentine et l'émail. Vous voyez la photo en haut à droite, l'émail, c'est ce gris clair, et la dentine, c'est ce vert foncé. Alors pourquoi on préfère étudier la dentine ? Parce qu'en général, elle est conservée alors que l'émail est très usé. Eh bien, la dentine, elle aussi, elle a des reliefs. On a des petits reliefs sur nos molaires qu'on appelle des cuspides. Et la dentine a même nombre de cuspides. Et il y a un trait particulier, absent chez les sapiens. C'est cette petite crête que vous voyez là, avec la flèche rouge. Atapuerca, vous connaissez peut-être Atapuerca, c'est l'espèce Homo antecessor qui a été trouvée en Espagne, 860 000 ans. Elle a cette crête qu'on retrouve sur Skull et qui est présente chez tous les néandertaliens et exceptionnellement présente, voire quasiment absente chez Sapiens. Donc on retrouve là aussi sur la première molaire de Skull un caractère néandertalien. Il n'y aurait pas eu de crête, bon, ça me posait un problème. Mais bien, il y a cette crête qui confirme que cette mandibule est néandertalienne. On l'aurait trouvée toute seule, isolée, en dehors de tout. N'importe quel paléanthropologue aurait conclu que c'est une mandibule néandertalienne. Alors maintenant, regardons le tronc occipital. C'est l'orifice par lequel la moelle épinière se prolonge dans le crâne par le tronc cérébral. Donc Sapiens, le tronc occipital regarde vers l'avant et vers le bas. Techiktach, qui est un néandertalien, la partie postérieure, donc vers la nuque, regarde vers l'arrière. C'est cohérent avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. En extension, il regarde vers l'arrière. Et Skull 1, eh bien ma foi, oui, il regarde un petit peu vers l'arrière aussi.
il tend plutôt vers le néandertalien pour sa partie occipitale. Et la mandibule, bon, typiquement néandertalienne. Alors là, eh bien, nous atteignons, je dirais, les limites des connaissances en paléanthropologie. Et moi, ça me plaît bien, puisque c'est mon domaine de recherche. Et c'est ce qui m'avait incité, en fait, à reprendre cette étude. Cette mandibule néandertalienne, comment l'expliquer dans un contexte neurocrânien sapiens? J'ai cru pendant un moment que ce n'était pas possible. Il ne pouvait pas y avoir d'hybridation viable entre les néandertaliens et les sapiens, parce que ce ne sont pas du tout les mêmes développements embryonnaires. Et sur le plan des, je dirais, la direction en termes de géométrie, la direction est complètement opposée. Ce ne sont pas les mêmes dynamiques. Donc, je ne voyais pas comment des gamètes néandertaliennes, des gamètes sapiens, ovocytes ou spermatozoïdes, pouvaient être interféconds. Pour moi, c'était abortif. Et vous entendrez souvent les paléanthropologues dire que oui, l'interfécondité, c'est quand même assez exceptionnel. Et là, je suis quand même obligé d'admettre, malgré ma réticence, que cette mandibule appartient au neurocrâne, qu'elle est néandertalienne, et il faut continuer de comprendre, même si ça me heurte. Même si ça me heurte d'admettre que c'est un hybride. Alors, je vous disais, on atteint les limites de nos connaissances parce que l'embryologie est très peu considérée en paléontologie humaine. Ceux qui vont parler d'embryologie, ce sont plutôt des généticiens qui s'intéressent au développement de l'embryon, et on trouvera dans la littérature actuelle de plus en plus d'articles qui concluent que, par exemple, le bassin est différent parce que les gènes du développement de l'embryon ont changé. Mais aller dire que le bassin de Lucie ou d'un australopithèque est différent d'un singe parce que l'embryogenèse a été différente, vous pouvez creuser la littérature. En paléanthropologie, on n'en parle pas. Ce n'est pas encore un thème de recherche intégré et automatique en paléontologie humaine. Alors, bon, on a encore un petit quart d'heure pour aborder cette question qui est en définitive la clé de lecture, l'hypothèse de travail pour comprendre cette petite fille de School 1. À gauche, en haut, vous avez un crâne scié d'un nouveau-né de gorille. Il est ici dans les collections d'anatomie comparée. À droite, c'est l'enfant sapiens. Vous voyez que la pyramide, ça c'est un scanner d'un fœtus de chimpanzé. Quand on prend un fœtus de chimpanzé, un fœtus de gorille ou leur mandibule, ce sont des jumeaux. On arrive difficilement à les distinguer. Donc le jeune chimpanzé et le jeune gorille ont un clivus, je vous en ai parlé tout à l'heure, un clivus moins redressé, moins verticalisé que le nôtre, et des pyramides, elles qui suivent le mouvement, également moins verticalisées. Alors maintenant, les embryons, ce sont des travaux qui ont déjà plusieurs décennies. À droite, c'est l'Homo sapiens, et on peut prendre une droite, celle-ci par exemple, pour repérer les positions des os, avec ça s'appelle des points homologues. Ici, la flèche vous montre la pyramide, chez cet embryon de sapiens. C'est l'orientation du clivus. À gauche, c'est un fœtus, ou un embryon développé, ou un jeune fœtus de chimpanzé.
La pyramide, elle est plus haute, elle est plus en arrière. Le clivus est moins redressé. Et la face est plus prognate. Et chez nous, on a un rétrognatisme. Alors, on aurait pu se dire, si la base se redresse et tout ce qui est en dessous, dont la mandibule, est propulsé vers l'avant, on devrait être prognate. Et c'est le contraire. Le mouvement est inverse. Il y a un retrait, par exemple cette région, qui correspond au futur menton, elle est plus redressée chez nous. Il y a un mouvement inverse. La partie postérieure se redresse et la partie inférieure de la mandibule recule. On a une contraction crânio-faciale. Alors, on peut aussi donc en déduire l'embryogenèse des Néandertaliens. Ce que je vais vous montrer, ça n'existe pas évidemment. On n'a pas d'embryon de Néandertalien, on n'a aucun embryon fossilisé. C'est juste une espèce de morphing, de déformation de l'embryon sapiens. Voilà. La face du Néandertalien, de cet embryon, elle était un peu plus prognate que la nôtre. Et la partie occipitale était plus haute et plus en arrière. Voilà à quoi devait ressembler un embryon de Néandertalien au bout de 8 semaines. Voilà une face prognate, un occipital, toute la région occipitale, plus relevée vers l'arrière. Et School 1, on a l'impression que c'est une chimère, que c'est quelque chose d'aberrant. La partie redressée, donc tout ce qui est derrière le clivus, basculé vers l'avant, vers le bas, c'est sapiens. Et la face, plus prognate, il n'y a pas de menton, la symphyse mandibulaire est inclinée vers l'avant, c'est néandertalien. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Il y a une possibilité, j'en vois pas d'autre. Il y a une incohérence dans le sens de leur évolution. On ne peut pas avoir cette mandibule néandertalienne, prognate, avec une base redressée de néandertalien. Ce que je vous disais, ce ne sont pas des variabilités. Là, on n'est pas en présence d'une variabilité génétique de sapiens. Alors pourquoi je vous le dis? Parce que, bien sûr, suite à cet embrasement médiatique tout à fait inattendu, ce sont surtout des Anglais et des Américains qui ont réagi. Oh mais il n'y a pas de problème, tout s'explique. On maîtrise, on connaît tout. C'est de la variabilité d'Homo sapiens. Je dis mais ils n'ont pas conscience, ils n'ont pas connaissance des problèmes que ça pose quand on s'intéresse à la période embryonnaire. C'est comme ça. Mais considérer qu'il n'y a pas de problème et que c'est juste c'est de la variabilité, ça ne marche pas. Ça n'est pas possible. Il faut continuer à s'intéresser à d'autres disciplines pour être quand même un peu mieux informé et admettre que oui, il y a encore des connaissances à approfondir, il y a encore des questions fondamentales par rapport au processus de l'évolution. Donc, non, je ne suis pas d'accord. School 1 n'est pas une variabilité d'Homo sapiens. Et quand on aura commencé à s'intéresser plus aux gènes du développement de l'embryon, on pourra peut-être en débattre. Et je vais conclure là-dessus. Résoudre le dilemme grâce à l'embryologie. Je vais vous demander un petit effort de concentration, mais on arrive à la fin. Voilà, ce schéma en bas à gauche. C'est un embryon. Ça peut être aussi bien un embryon de singe. C'est un embryon d'homme.
Vous voyez R1, R2, R3 jusqu'à R7, c'est ce qu'on appelle des rhombomères. Ce sont des parties du futur système nerveux qui sont compartimentées. C'est très compartimenté, c'est très ordonné. Et chaque compartiment a son destin génétique. Ce sont des cellules qui sont dans le compartiment R1, dans le compartiment R2, etc., jusqu'en R7. Ces cellules, elles vont migrer. Elles vont venir occuper l'espace en formant, vous voyez ici, en violet, ce petit cartilage. Ces flèches vous montrent la migration des cellules par rapport à ce qu'on voit ici, ce cercle en blanc. C'est dedans qu'il y a les 3 canaux semi-circulaires. Hein? Tout ce qui est en dessous va migrer vers le bas et vers l'avant. Donc on a ce petit cartilage, on appelle le cartilage de Reichert. En vert, on va avoir, j'essaie d'être simple. Alors à droite, c'est l'hypothèse de Scoulin. En vert, ce sont les cellules du rhombomère en vert qui vont migrer et former la mandibule. En rouge, ce sont les cellules du rhombomère R2 qui vont former le maxillaire. Donc, je crois qu'en fait, oui, il y a une possibilité, même si moi ça me heurte, qu'il y ait ici la première preuve de la viabilité d'une fécondation entre, après on ne sait pas trop, spermatozoïde sapiens, spermatozoïde néandertalien, ovocyte sapiens ou ovocyte néandertalien. On sait que ça ne donnera pas la même chose. Mais oui, peut-être que si on approfondit davantage la compréhension de la régulation du développement de l'embryon, sachant que les rhombomères sont bien indépendants les uns des autres, qu'il n'y a pas d'influence entre les rhombomères, eh bien peut-être que là, nous avons un exemple d'une hybridation viable entre des gènes qui vont, ou plutôt la régulation des gènes, qui vont dire aux cellules, entre guillemets, « Ok, c'est basculé comme chez Sapiens, mais là, la mandibule et le maxillaire, vous continuez votre destinée qui est d'aller un petit peu plus loin. » Ça, c'est bien connu en génétique du développement. Il y a un déterminisme génétique qui positionne les cellules, c'est très rigoureux, c'est très, très contrôlé, et donc, moi, ça m'échappe, mais c'est une hypothèse qui tient la route et qui mériterait donc d'être approfondie à l'avenir, si c'est possible. Donc voilà la conclusion. C'est une suggestion, mais bon, une suggestion fondée sur, malgré tout, une conviction, c'est que Scoulin est un hybride entre des sapiens et des néandertaliens. Et donc l'inhumation de cet enfant, je vous ai mis à droite une illustration d'un abri sous roche, qui est l'abri sous roche de la Ferracie, mais qui illustre bien en fait ce qui s'est passé à Scoul il y a 140 000 ans. On ne peut plus attribuer avec certitude le fait de creuser une fosse, d'inhumer cette petite fille qui devait avoir 3 à 5 ans, de recouvrir son corps. Il y avait peut-être ses parents, il y avait peut-être les autres membres du clan, mais on ne peut pas savoir si la maman était néandertalienne ou sapiens, ou le papa néandertalien et sapiens, s'ils étaient présents. Mais c'est probablement, on peut supposer que oui, elle est décédée à 3 ans, 5 ans, on ne connaît pas les causes de son décès, elle a quand même survécu 5 ans, et donc ce rituel, qui est certainement chargé d'émotions,
eh bien, il n'était pas plus propre à Sapiens qu'au Néandertalien. Et c'est cette raison qui explique ce grand succès de la publication, toute simple dans l'anthropologie. Ce grand succès parce que on touche là, évidemment, je dirais au sacré, à l'émotionnel, et les Néandertaliens n'étaient pas moins sensibles, pas moins intrigués ou dans un chagrin par rapport à la perte d'un enfant. Donc il y a 140 000 ans, voilà ce que nous apprend sur le plan alors génétique, j'admets l'hybridation. Sur le plan des connaissances, il faut continuer d'approfondir la compréhension des processus, parce que cette évolution, c'est la nôtre aussi, on n'a pas fini avec ça. Et puis sur le plan des comportements rituels, réfléchis, cognitifs, émotionnels, eh bien, Sapiens et Néandertaliens avaient déjà beaucoup en commun. Voilà, c'est un peu la leçon de l'étude de cette petite fille, la plus vieille sépulture d'un enfant, 140 000 ans, ni Sapiens, ni Néandertalien, mais les deux, qui donnent à réfléchir. Voilà. Je vous remercie. Vous pouvez aller voir sur Google, vous mettez school, hybride, child, burial, 3-4 mots-clés, et vous verrez le nombre d'illustrations qu'il y a eu en moins d'un mois pour illustrer les parents. Il y a de tout comme hypothèse, mais ça a eu un effet, un impact, populaire, très rapide, et ma foi fort agréable pour les chercheurs qui travaillent comme ça de façon besogneuse, et on n'a pas toujours la satisfaction d'avoir un tel retour. Pardon ? Les autres squelettes, alors le reste aussi du squelette de cet enfant n'est pas complètement sapiens. Il faudrait le reprendre. Et les adultes, ils sont... Vous voyez, je vous ai montré School 5, il est sapiens. Mais il faudrait reprendre. C'est un programme de recherche énorme. C'est toute l'équipe, par exemple, du professeur Israël Hershkovitch de l'Université de Tel Aviv, qui pourrait s'engager dans un programme comme celui-là. Mais ça suppose de tout scanner. Il y en a pour des années. Mais ça fait partie des programmes de recherche qui peuvent nous apporter des explications nouvelles. Il y a un site un peu plus récent, c'est CAFZE. C'est pareil, ce sont des Homo sapiens, 90 000 ans, mais qui ont été bien mieux étudiés. Et School, il faudrait tout reprendre. La question a été posée, mais c'est au responsable de la conservation des fossiles d'accepter. Voilà. Et je ne crois pas que tous les fossiles soient à Tel Aviv. Il y en a probablement peut-être... non, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils ne sont pas tous à Tel Aviv. Bien, écoutez, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite un bon retour avec ce vent à braver.